Donc, me revoilà pour un autre aspect des choses. Tout ce que je vous ai présenté moi-même ou François, ça relève on a une nouvelle CN, la 800 Asymmetric One, comme on a eu la 840 DSL. Donc, une solution pour équiper les machines, des choses concrètes hardware. Or, comme l'a dit Thierry Bouchot dans l'introduction, en quoi est-ce que cette Asymmetric One, on la considère comme une rupture technologique? C'est qu'elle est digital native. Et on a dit que c'est issu d'une double histoire dont a bénéficié la conception de cette CN, ce qui n'était pas le cas des précédentes, puisque le rachat de UGS qui a conduit à ce que Siemens devienne un acteur du logiciel, c'est en 2007, et en 2007, la 840 DSL, elle était déjà libérée. Donc la One a bénéficié de ça, et ça se traduit par une offre en parallèle de l'offre réelle qu'on vient de décrire depuis le début de la séance, de la proposition d'une offre virtuelle, c'est-à-dire des jumeaux numériques qu'on appelle la famille des My Virtual Machines. Alors, il y en a un certain nombre. Je vais m'attacher à vous les présenter à travers des démonstrations. On va voir ça en détail par la suite, parce qu'effectivement, la notion de jumeau numérique, déjà, on ne peut pas dire en général le jumeau numérique, ça n'existe pas, il y en a des multitudes. Et même si on se concentre dans notre domaine de la commande numérique Siemens, on va voir qu'il y en a plusieurs. Donc, pour simplifier, on peut déjà dire qu'il y a quand même deux familles. Il y a deux domaines principaux. Il y a des jumeaux numériques qui se destinent aux constructeurs de machines, et puis des jumeaux numériques qui se destinent aux utilisateurs de machines. Donc, si on regarde un petit peu les illustrations qu'on a sous les yeux, dans le dessin du haut, on n'a pas de pièces, on n'a pas d'outils, on voit plein d'équipements qui sont des équipements d'automatisme, qui sont sous contrôle de l'automate programmable principalement, donc qui sont à mettre en œuvre par le constructeur, par l'automaticien, machine-outil, commande numérique du constructeur. Et puis, dans le deuxième cas, on a supprimé tous ces équipements. Ils vont être négligés dans cette forme de jumeaux numériques là. Donc la première forme, c'est les Create My Virtual Machine pour le concepteur de machine, et les autres en bas, c'est les Run My Virtual Machine pour les utilisateurs, programmeurs de machines, usineurs, quoi. Donc voilà, il y a deux centres d'intérêt. Par contre, ce qui est important, c'est le fait que le Run est bienvenu du Create. C'est-à-dire que on verra l'importance que ça a d'avoir bien ça en tête dans la suite de mes explications. Le constructeur doit faire un certain nombre de choses pour qu'il puisse proposer à son client la solution Run My Virtual Machine. C'est-à-dire qu'un constructeur qui voudrait pouvoir offrir à ses clients les solutions de jumeaux numériques destinées aux programmeurs ne pourra pas le faire s'il n'a pas lui-même adhéré à la démarche au moment de la conception de la machine. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, commençons par cette première famille de Create My Virtual Machine. Donc, il s'agit d'une famille. Il y a plusieurs éléments dans cette famille. On va commencer par la brique de base. Donc, ça s'appelle Create My Virtual Machine Operette. Donc, ça, il faut le voir comme un test track, un banc d'essai, un test track virtuel qui peut être une alternative à un test track physique. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Alors, parmi vous, il y a plusieurs usages. Alors, je m'adresse surtout aux constructeurs de machines, puisqu'on est dans le Create My Virtual Machine, mais il y a aussi des clients finaux qui, au niveau de leur service maintenance, utilisent des rack tests physiques. Donc, pour cela, pour ceux qui en ont, je leur propose de réfléchir à une alternative lorsqu'ils vont passer à Asymmetric One, plutôt que cette fois-ci, plutôt que de vous doter pour un investissement similaire, en fait, plutôt que de vous doter d'un rack test physique, peut-être vous pourriez envisager d'utiliser cette solution de Create My Virtual Machine Operette. Et puis pour ceux qui ont renoncé jusqu'ici à se doter de rack test physique, ils ont certainement trouvé de bonnes raisons pour y renoncer. On va voir que peut-être qu'ils auront moins de raisons d'y renoncer du fait de nouvelles possibilités, nouvelles caractéristiques de cette forme virtuelle de rack test. Alors là, normalement, on va passer sur une démo. Donc, vous devriez voir le PC que je vais utiliser pour ça. Donc, vous retrouvez cette photo de famille avec l'ensemble des équipements. Donc là, on va se concentrer sur cette brique-là qui est
qui est à gauche. Je pense que vous voyez ma souris sur votre écran. Donc, le Create My Virtual Machine Operate, donc c'est mon fond d'écran de mon PC et j'ai disposé justement toutes les icônes des différents logiciels dont on va faire la démonstration par la suite. Alors, il y en a un qui ne fait pas tout à fait partie de la photo de famille. D'ailleurs, tiens, je peux le déplacer. Même si je l'ai mis à proximité de Create, parce que c'est là qu'il a sa raison d'être, c'est que tous ces logiciels, c'est une façon de virtualiser plus ou moins en profondeur la commande numérique pour commencer, puis même la machine, on va voir. Mais donc, le seul élément hardware qu'on a, c'est un PC sur lequel tournent ces différentes briques. Mais il y a quand même un outil qui lui-même est un logiciel, mais qui est le même pour le réel ou le virtuel, c'est le logiciel TIA Portal, celui qui va nous servir à faire la mise en œuvre du projet automate. Et ça sera le même travail que l'on fera sur notre test virtuel, comme on le ferait sur une machine réelle par la suite. Donc, on va lancer ce logiciel Create My Virtual Machine. Donc, il peut se suffire à lui-même. Hein. C'est d'abord la première démonstration que je vais faire. C'est un logiciel qui permet de virtualiser une NCU finalement et quelques composants additionnels. Donc, lorsqu'on s'en servirait pour la première fois, il n'y aurait pas toute cette liste. Hein. Il y aurait une page blanche et on devrait créer un projet. Donc, si je fais créer un nouveau projet, je dois lui donner un nom. Bah, par exemple, mon test track. Voilà, mon test track, je lui donne un nom, je crée, et là, je me retrouve avec quelque chose qui est la virtualisation. Donc, encore une fois, le seul hardware, c'est ce PC sur lequel je fais ma démonstration. On a donc la virtualisation de différents composants que l'on va voir dans un exemple déjà mis en œuvre, parce que là, il faudrait que je fasse une mise en service complète, parce qu'on se retrouve ici avec quelque part l'équivalent d'une NCU qu'on aurait acheté, qui serait toute neuve, qu'on aurait simplement mise sous tension et qu'on aurait mis un certain logiciel dedans, une certaine version de logiciel. Oui, parce que je suis désolé, j'ai oublié de montrer. De toute façon, je comptais l'arrêter puisque je vais vous montrer un projet qui est complet. Donc, en fait, quand je crée un nouveau projet, j'ai oublié de vous le montrer, je dois choisir la version de logiciel avec laquelle je veux le faire. Donc ça, c'est un premier atout par rapport à un banc de test physique. Quand vous avez un banc de test physique, certes, vous pouvez mettre à jour le logiciel, mais vous devez regraver la compact flash pour ça, faisant l'analogie avec une 840 DSL. Avec une One, ça sera une SD card, mais le même combat, quoi. Donc, OK, je peux avoir éventuellement plusieurs SD cards ou plusieurs compact flash ou regraver pour passer d'un niveau de soft à un autre, mais c'est quand même des opérations lourdes. Premier avantage d'un RecTest virtuel, je peux créer un projet aujourd'hui avec la toute dernière version 6.14, mais si je veux travailler sur une version précédente, je peux. Et surtout, quand j'aurai, déjà travaillé, comme c'est le cas ici, dans ma mémoire, je pourrais avoir différents projets dans différentes versions. On a du 6.13, du 6.14, le 6.14 hotfix 3, celui que je viens de créer. Et puis, au fil de l'histoire, il y aura du 6.15, du 6.16, je ne sais quoi. Et là, vous pourrez conserver tous vos projets. Donc ça, c'est un premier avantage du RecTest virtuel. Vous pouvez facilement retravailler sur un système que vous avez fait il y a plusieurs années sans avoir besoin de ressortir des vieilles CF cards ou de les regraver. Deuxième avantage, j'ai dit que lorsque j'avais créé ce projet, je ne vais pas le refaire, hein, vous l'avez vu, on avait une page blanche, quelque sorte. C'est l'équivalent donc d'une CN dans laquelle on aurait mis une certaine compact flash, donc avec une certaine version de soft, et qu'on aurait effacé automate CN. Et on se retrouverait donc avec une page blanche, il faut faire une mise en service. Simplement, dans une autre différence entre le RecTest physique et virtuel, c'est que dans le RecTest physique, j'aurais dû faire un choix. J'ai acheté quoi dans le cas des 840 DSL, une 710, une 720 ou une 730. Ou alors, si je suis riche, je m'achète les trois, mais c'est plus le même budget. Là, avec un seul logiciel, dont le prix est équivalent à acheter un seul RecTest, je me retrouve avec la possibilité d'utiliser n'importe quel NCU. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ma création de projet, je me suis retrouvé quelque part avec une scène générique. Et c'est quand je vais faire la première opération, qui est une opération nécessaire dans le réel comme dans le virtuel, c'est de créer un projet TIA Portal, faire une configuration hardware, dans laquelle la première chose que je vais faire, c'est de dire c'est une 700, alors maintenant une 1740, 50 ou 60. Alors si j'ai un banc de test physique, je dois déclarer le matériel que j'ai acheté et dont je suis prisonnier.
dans le rack test virtuel, je vais choisir, décréter que je vais aujourd'hui travailler avec une 1740 et demain, ça pourrait être une 1750 ou 60. Donc ça, deuxième limite qui est dépassée avec le système du rack test virtuel. Une autre limite qui n'est pas d'actualité, mais aujourd'hui, je vous ai présenté du hardware, 1740 qui viendra en octobre, 50-60, la PPU. Certes, le hardware ne va pas rester figé jusqu'à la fin de vie de la Cimmeric One. On a déjà connu ça avec la 840 DSL. En tout, on aura eu 3 générations de matériel. Dans l'avenir, il y aura dans quelques années immanquablement une évolution hardware. Votre test physique, il sera bon pour en racheter une nouvelle. Là, on aura l'évolution du logiciel qui intégrera les caractéristiques des générations futures de hardware. Donc voilà les 3 arguments. Déjà, pour l'aspect investissement, pour un investissement similaire, on a tout un tas d'avantages qui vont peut-être faire basculer ceux qui ont du hardware vers le software et ceux qui n'avaient rien à se décider pour disposer de ce matériel. Donc, je vous ai dit qu'on allait travailler sur un projet qui existe. Donc, on a cette maquette donc, que je lance et on va voir qu'au-delà d'avoir quelque chose de plus flexible en termes de version de logiciel, en termes de type de NCU, etc., on va voir qu'on va en plus pouvoir en faire plus qu'avec un rack test physique. Alors, il faut démarrer le projet et vous voyez sur votre droite de l'écran, vous avez les différents constituants qui vont au fur et à mesure s'activer et passer en vert. Donc, en fait, il y a des choses visibles. Par exemple, en bas de l'écran, on virtualise le tableau de commande machine. Au-dessus, il est en train de démarrer, c'est le dernier à se mettre en service. On va pas réellement virtualiser là parce que c'est le Cimmeric Operate, le HMI. Il n'a pas besoin d'être virtualisé, c'est déjà un logiciel qui fonctionne sous Windows 10. Donc là, on va simplement utiliser le Cimmeric Operate, le même que sur le monde réel. Et par contre, les choses qu'on ne voit pas, on va avoir une CN virtuelle, donc le processeur NCK virtuel, avec plein pouvoir, enfin avec les mêmes fonctionnalités que dans une vraie CN. On va avoir un automate virtuel, le PLC SIM Advance, que certains connaissent peut-être dans le monde cimatique. On n'a pas besoin d'installer ce logiciel, c'est tout en un. Le logiciel CMVM, Create My Virtual Machine, il intègre effectivement un PLC SIM Advance. Lui, il va virtualiser non seulement l'automate, mais aussi le bus de terrain, la config hardware. Tous les équipements d'entrée-sortie que l'on va avoir déclarés dans la config hardware vont être pris en charge et virtualisés par ce module. On va avoir une émulation partielle des drives Synamics. Le SIM Drive, ça ne nous émule pas les boucles de courant et de vitesse, ça ne va pas permettre de faire le tuning des axes, mais ça émule toute la communication qu'il y a entre les drives et la partie CN, c'est-à-dire qu'on va voir tous les télégrammes, ça veut dire que les axes ne vont pas être simulés. Si on regarde dans la page mise en service, on voit que les axes, ils ont été associés à des drives, ce qui n'est pas le cas dans un banc test virtuel dans lequel on n'a pas de drive, mais même si on en a, généralement on en met un ou deux, puis idéalement que ça fonctionne en 220, donc ça a peu de chances d'être les mêmes drives qu'on aura sur la vraie machine. Là, on va virtualiser, au moins pour ce qui relève de leur interaction avec la CN. Et si on regarde les paramètres machine d'axe, effectivement, le paramètre de type de consigne, c'est du 1, c'est pas du 0, on n'est pas en simulé. Et le paramètre de type de codeur, là, on a un seul circuit de mesure, donc le deuxième, il n'est pas déclaré, mais on a un codeur absolu qui a été déclaré, et ça, c'est vrai pour tous les axes. Ils sont tous déclarés comme s'ils étaient vraiment là. Vu de la scène, elle ne sait pas qu'ils ne sont pas vraiment là, effectivement. Donc ça, c'est une première différence avec le rack test physique. Ensuite, même les télégrammes de sécurité sont là, c'est-à-dire que si on vient voir même dans la partie mise en service, alors bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, le safety, c'est ce qu'on appelle safety plus dans les 840 DSL. On n'a pas d'autre choix avec la Cimmeric One, donc c'est forcément le safety dont les fonctions sont basées dans les Synamics. Donc on doit avoir une mise en service qui est faite pour chaque drive avec le protocole ProfiSafe. Là, on voit que tous les axes ont été mis en service et on pourrait aller faire, on a fait là, ça a été fait, on a fait le réglage de toutes les fonctions. Et on pourrait même aller jusqu'à, on pourrait aller jusqu'à démarrer la mise en œuvre du protocole de réception. On ne pourra pas l'exécuter complètement, mais on pourra démarrer au moins de faire tout ce qui est documentaire relatif à ce protocole de réception. Sachant que la finalité d'un test track virtuel ou réel, c'est de faire le maximum de choses en avance de phase.
c'est-à-dire de faire le plus possible de choses par anticipation pendant que la machine est en train d'être construite. Donc là, on pourra déjà préparer son protocole de réception, même si on le mène pas à bien jusqu'au bout sur le rack test. Mais chose qu'on ne fait pas sur un rack test physique, si on n'a pas de drive de toute façon, et on n'aura probablement pas les vrais drives de la machine. Donc tout cet aspect-là, on ne le traitera pas du tout sur un rack test physique. Maintenant, si on regarde les choses du point de vue du diagnostic, si on va voir dans le diagnostic des fonctions de sécurité, on va voir effectivement qu'on dispose bien des télégrammes de sécurité, donc les télégrammes 903 ici. Alors bien sûr, je m'adresse surtout à ceux qui savent déjà un peu ce que c'est. Pour d'autres, on ne va pas faire une formation de Safety Plus ici, bien sûr, hein. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas fait de Safety Plus, mais qui font du safety avec des drives S120 et des automates, c'est la même chose aussi. Et on a les fonctions SIC, SSC. Si on regarde ça plus en détail, on voit qu'actuellement, effectivement, on est en SOS, SLS parce que s'il y a une chose qui n'est pas émulée ici, c'est ce qu'il y a au bout des cartes d'entrée-sortie. C'est-à-dire qu'avec le PLC SIM Advance intégré, on émule effectivement toute la périphérie, donc les cartes T200SP ou autres, mais de base, on n'émule pas. On verra avec les autres formes de jumeaux numériques, on pourra aller plus loin. Mais là, dans cette formule-là, on n'émule pas ce qui est branché derrière les cartes d'entrée-sortie. Il n'y en a qu'un seul qui est intrinsèque, c'est l'arrêt d'urgence. Effectivement, alors si on revient dans les alarmes, effectivement, on a un certain nombre d'alarmes dont le fait que, effectivement, le bouton d'arrêt d'urgence, c'est le seul qui est matérialisé nativement et qui est connectable à l'entrée correspondant à l'arrêt d'urgence. Mais, par exemple, si je veux fermer mes portes, etc., alors je vais enlever ce statut. Là, maintenant, on voit que tout le monde est vert, hein, ça n'a plus d'intérêt. Et je vais appeler un autre écran qui est une table d'entrée-sortie. Donc, on peut remplir la page complètement et on pourrait associer une ligne à chaque capteur ou actionneur et on va pouvoir ainsi, effectivement, faire jouer ce qui se passe derrière les borniers des cartes d'entrée-sortie. Donc là, par exemple, ça me permet de fermer ma porte et si je retourne donc dans mon diagnostic safety, je vais voir qu'effectivement, maintenant, normalement, je devrais être un peu plus en état de travailler. Alors, encore faut-il que j'active quand même l'arrêt d'urgence que j'ai désactivé. Et puis, on voit d'ailleurs qu'il n'y a plus d'alarme là maintenant. Normalement, la machine est en état de marche. Simplement, il me dit qu'il faut que je libère la broche, que je libère les axes. Puis tant que j'y suis, je vais mettre un peu le potard à différentes zéros. Voilà. La broche, bon, c'est moins important, mais on va la mettre aussi à 100%. Et donc, si je retourne dans mon diagnostic safety, je vois que maintenant, je ne suis pas en STO SS1, je n'ai pas d'arrêt d'urgence, je n'ai pas de surveillance d'immobilité. Les portes sont fermées. Toutefois, j'ai quand même une demande de surveillance vitesse, mais à un niveau de vitesse qui est élevé. Je surveille la vitesse maxi, quoi. Donc, si par exemple, je vais sur la page machine, je sélectionne un axe, par exemple l'axe Z, et que je le déplace, si je mets en mode rapide avec le potard à fond, je vois que je peux atteindre, dans la fenêtre F, là, en haut de l'écran, j'atteins 12 000 mm/min parce qu'on est porte fermée. Maintenant, si j'ouvre ma porte, dans un premier temps, je ne peux plus bouger du tout. J'essaye de bouger le même axe dans l'autre sens ou dans le même sens, ça ne bouge pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, porte ouverte, cette fois-ci, on est passé en SOS. Laissons le temps de se rafraîchir. Voilà, on est avec SOS actif, surveillance d'immobilité. Si je veux bouger, il faut que je appuie sur le bouton homme mort. Alors, par chance, là, j'ai plus besoin de garder le doigt dessus parce que c'est un sélecteur à 2 positions. Enfin, c'est bien pratique du coup. Et là, maintenant, à nouveau, je vais pouvoir bouger parce que je suis en SLS et cette fois-ci, par contre, c'est une SLS lente. C'est-à-dire que, en fait, je peux bouger, mais même si je me mets en rapide potard à fond, cette fois-ci, mon axe Z, je le bouge qu'à 1600. Donc, toute chose qu'on n'aurait pas pu faire avec un rack test physique. Et puis, pour ce qui est des entrées-sorties, je vous ai montré je vous ai expliqué qu'ils étaient là, mais si on veut le voir pour de vrai, en fait, on peut aller voir dans les bus et on voit qu'on a le bus Profibus intégré, on a bien la CU intégrée qui est émulée, et puis même on a déclaré 5 NX carrément. Il n'y a pas forcément besoin de ça sur cette machine, mais comme c'est virtualisable, on ne s'est pas gêné, on a mis tout le monde. Et si on regarde l'autre bus, on a 2 devices qui sont sur le bus Profinet.
Alors ça, si on veut le voir, bah effectivement, il faudrait aller voir dans TIA Portal. Alors, pour gagner du temps, je l'ai déjà ouvert en arrière-plan, le logiciel TIA Portal, et j'ai même déjà ouvert le projet et la config hardware correspondante. Et on voit bien qu'on a effectivement nos 5 NX et qu'on a déclaré 2 stations de device sur Profinet. Donc ça, on le fait comme si c'était la vraie machine et on le charge dans la CN virtuelle et on en bénéficie pour le rack test virtuel. Donc voilà pour cette première partie. Donc on va voir un petit peu les autres briques qu'on pourrait activer sur le… Vous êtes revenu normalement sur le PowerPoint. Hein. Donc la brique suivante qu'on peut activer, c'est le module 3D. Donc il faut avoir la brique de base que je viens de vous montrer. Et en complément, donc là, bah, c'est un coût additionnel forcément, c'est quelque chose objectivement qui est plus destiné au client final qu'au constructeur. Alors pourtant, je suis en train de vous parler de la phase automaticien, machine-outil, constructeur. Mais ça sera quand même intéressant et voire indispensable dans certains cas au constructeur de se doter de ce module-là, parce que si le constructeur veut pouvoir délivrer un jumeau numérique dédié au client final, le client final, c'est ça qui va l'intéresser, c'est la possibilité de représenter en 3D les phases d'usinage. Donc, pour pouvoir livrer ça à son client, il faut que lui-même, il l'ait intégré au départ. Et tant qu'à faire, bah, à partir du moment où il l'aura intégré, il va pouvoir en tirer lui-même un bénéfice. Donc là, normalement, on va revenir sur la partie présentation sur le PC. Donc, ma table d'entrée-sortie, bon, à la limite, j'en ai plus besoin. Maintenant que les portes sont fermées, je vais refermer les portes, retirer le bouton en mort. Donc, ça me permet de travailler, en gros. C'est-à-dire que je suis revenu en mode, j'ai pas de SOS, j'ai pas de STO ni rien. Et puis, je suis en vitesse surveillée, mais rapide. Au moins, je peux travailler. Donc, je vais activer, par contre, une nouvelle fenêtre, ce qui ne m'est permis que si j'ai acheté cette option CMVM 3D. Et là, je vais bénéficier d'une représentation 3D de ma machine que je peux déplacer, que je peux zoomer, que je peux faire tourner en fonction de ce que j'ai envie de regarder. Et donc, comme je le disais dans l'introduction, cette représentation 3D, elle va être plutôt orientée pour l'utilisateur final. C'est-à-dire que ici, vous voyez peut-être des petits traits là autour de ma souris, c'est la trappe de changement d'outil. Et ben, dans cette forme de 3D-là, on ne la verra pas évoluer. C'est-à-dire que, comme je le disais en introduction, le 3D, finalement, c'est fait pour le Run My Virtual Machine, pour le client final. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Le montage de prise de pièces, le brut, l'outil. Et pour ça, c'est une interface qui est directement accessible à l'utilisateur final. C'est-à-dire que le constructeur, lui, va créer le modèle 3D. Donc, ça fait partie de ce qui va être à la charge du constructeur. Pour ça, il va disposer d'un logiciel que je n'ai pas mis en avant, mais là, à côté du 3D, on a le logiciel Machine Builder. Ça va permettre au constructeur, à partir de fichiers STL 3D des constituants de la machine, de créer le modèle 3D avec les équipements de base de la machine, c'est-à-dire les axes. Pour ce qui est de l'outil, porte-outil, pièces, ça va être l'utilisateur qui va devoir les mettre en œuvre au cas par cas en fonction du montage qu'il a, etc. Donc ça, effectivement, pour le constructeur, puisqu'on est quand même toujours dans la phase constructeur, ça ne va pas lui être indispensable, mais c'est un mal nécessaire quelque part si le vendeur chez le constructeur veut pouvoir vendre ce service à un client final. Mais tant qu'à faire, à partir du moment où le constructeur il l'aura mis en œuvre, il peut en tirer un bénéfice pour lui-même. L'automaticien, c'est que dans les différentes choses qu'on a, on peut bouger bien sûr les axes, alors peut-être pas en rapide parce que ça va peut-être aller trop vite, mais on peut bouger les axes linéaires, etc. Et quand on a des axes rotatifs, par exemple ici un berceau ou un plateau, quand on a des axes rotatifs sur une fraiseuse 5 axes, et toute installation qui dispose de transformation cinématique, le constructeur, l'intégrateur de la CN, va pouvoir valider les paramètres de sa transformation cinématique, alors que ça, habituellement, on peut le faire que quand la machine est complètement terminée. Là, on va pouvoir le faire alors que la machine elle est en train d'être construite finalement. Donc, il y aura de toute façon un bénéfice pour lui-même de cette fonction 3D et la finalité étant de pouvoir vendre ce service finalement à un client final, d'où la notion de business model, de nouveau business model. On ne va pas forcément vendre que des machines, on va pouvoir vendre aussi les jumeaux numériques de ces machines à des clients finaux. Donc, on a terminé avec cette machine-là, donc je vais l'arrêter.
Et on va continuer avec une autre machine. Donc, normalement, vous allez revenir sur le PowerPoint. Donc, sur le PowerPoint, il y a encore un autre module complémentaire qui s'appelle le CIMIT Connector, qui permet, comme son nom l'indique, de connecter le rack test virtuel à un logiciel qui s'appelle CIMIT. Donc, je vais donner des explications sur le rôle. Et donc, si on revient sur la partie démonstration, donc, on va arrêter ce projet-là. Et donc, on va laisser de côté pour l'instant Create My Virtual Machine. On va venir dans notre photo de famille. Donc, on a cette composante-là, éventuellement agrémentée de cette composante 3D qu'on vient de voir. Et si on met l'option, encore une nouvelle option, donc à chaque fois, on renchérit le coût de l'investissement. Donc, ce n'est pas une absolue nécessité de tout faire. Moi, je vous présente tout ce qui est proposé par Siemens. Forcément, quand on va aller à droite de l'écran, ça va être de plus en plus cher, mais on n'est pas tenu de systématiquement tout mettre en œuvre. On a vu ce qu'on pouvait déjà faire avec la brique de base toute seule. Avec le module 3D, on est déjà un peu plus confortable, on voit ce qui se passe. Avec le module CIMIT Connector, on va pouvoir connecter le logiciel CIMIT. Ce logiciel CIMIT, je l'ai déjà démarré pour gagner un peu de temps. Donc, le logiciel CIMIT, il a vocation à prendre le relais du PLC Sim Advance. Le PLC Sim Advance, je l'ai dit, il émule toutes les cartes T200S et autres, mais ça s'arrête au bornier des cartes d'entrée-sortie. Alors, bien sûr, avec nos petits boutons qu'on avait mis dans la page de la table des entrées-sorties, on peut jouer ce qu'il y a au bout des borniers des cartes d'entrée-sortie, mais là, il y en avait deux. Il y avait la porte et le bouton homme mort. Si je commence à en mettre des dizaines, il faut être un peu accordéoniste pour pouvoir s'en servir. Donc, l'intérêt de CIMIT, ça va être de pouvoir disposer de ce qu'on appelle des couplages, c'est-à-dire il va y avoir un couplage avec CMVM et on va avoir toutes les entrées de l'automate qui vont être interfacées dans ce logiciel. On va avoir toutes les sorties, donc les sorties tout ou rien, mais y compris les axes. Les axes de la CN vont aussi arriver dans cette interface. Et donc ça, c'est juste une interface qui est connectée au bornier quelque part des cartes d'entrée-sortie, émulée par le PLC Sim Advance intégré. Et ensuite, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle des chartes. Donc des chartes, bien en fait, ça permet de comment dire, de mettre une logique entre ces entrées et ces sorties connectées aux cartes d'entrée-sortie automate. Donc, on va avoir un langage graphique dans lequel on va avoir des objets logiques ou, comme ici, un timer, une tempo. Et je peux prendre un signal, par exemple, une sortie qui me vient de l'automate qui demande à mettre en œuvre l'aspiration. Et du coup, je vais, au bout d'une tempo, activer l'entrée qui dit à l'automate que le système d'aspiration est en marche. Donc, on peut c'est en quelque sorte le sparring partner, CIMIT, c'est le sparring partner de l'automate. Il va permettre d'éviter d'être accordéoniste et de bouger soi-même les petits boutons. On va pouvoir modéliser la réaction de ce qui se passe sur les entrées en fonction de ce qui est activé sur les sorties. Donc ça, c'est une forme possible. Maintenant, on peut aussi avoir quelque chose de plus ergonomique où on peut carrément se créer un tableau de commande dans lequel on va pouvoir, activer des choses avec une mise en forme ergonomique plus ou moins réaliste. Là, c'est une question de talent pour mettre ça en œuvre. Alors, ça va être connecté à CMVM. Donc, encore faudrait-il qu'il y ait un CMVM derrière. Le CMVM, je l'avais refermé et je vais ouvrir un autre projet qui a été conçu. C'est la même machine, mais une déclinaison du projet qui a été conçu pour être relié à CIMIT, ce qui n'était pas le cas de la première formule où il était fait pour être utilisé en autonomie. Donc là, je lance l'autre déclinaison du projet de cette machine. On va voir sur le 3D qu'il s'agit bien, alors à condition que je le lance, bien sûr. Donc, à partir du moment où je le lance, bon, j'ai plus besoin des entrées-sorties, puisque c'est CIMIT maintenant qui va me faire ce rôle-là. Par contre, dans un premier temps, je vous laisse la vue 3D pour qu'on voit bien que c'est bien la même machine. Donc, il faut attendre que le CMVM soit disponible pour pouvoir utiliser CIMIT, parce que CIMIT, c'est le sparring partner. Tant que le CMVM n'est pas monté sur le ring, il ne va pas se passer grand-chose, quoi. Donc, il faut que les deux partenaires soient disponibles pour faire jouer le scénario. Donc là, je vais bientôt avoir… Alors, si j'avais laissé effectivement mon statut, j'aurais pu savoir quand tout était prêt. Mais en général, c'est l'IHM qui arrive en dernier. Donc, a priori, ça doit être bien le cas maintenant. Voilà. Donc, je peux retirer le statut quand tu veux.
Je retire le statut et donc on voit bien, c'est bien la même machine. Par contre, là, si je veux essayer de faire bouger en jog, etc., ça ne va pas bien se passer parce que j'ai plein d'alarmes. En particulier, j'ai de l'arrêt d'urgence, etc. Donc, en fait, il faut maintenant, je ne vais plus avoir à jouer avec mes petits boutons. Je vais retourner dans Cimit. Et dans Cimit, à condition de le mettre en run, hein, il y a un projet, il faut le lancer. Donc, c'est un peu le look and feel de TIA Portal. Donc, concrètement, en fait, ça passe en orange quand il est en ligne, quoi, quelque part. Donc là, comme je me suis construit un contrôle panel un peu confortable, je retire l'arrêt d'urgence, je la quitte. Donc, je peux faire un rase en plus derrière. Et là, déjà, j'ai plus d'alarme. Normalement, je devrais, enfin, peut-être pas encore pouvoir bouger parce que concrètement, il y a peut-être encore d'autres choses pour pouvoir bouger. Il faut notamment avoir mis la puissance générale. Il faut avoir démarré tous les agrégats, l'automatique, l'hydraulique, la lubrification, l'aspiration, la ventilation. Une fois que tous ces équipements-là sont on, je peux mettre sous puissance les drives. Et une fois que les drives sont effectivement sous puissance, je pense que j'ai plus besoin de Cimit. Il a fait son job. Après, il est en arrière-plan. Il m'a permis d'avoir la réponse de l'armoire électrique quelque part, de la tête de filerie. Et maintenant, normalement, je devrais pouvoir bouger puisqu'il n'y a plus de problème. Alors, peut-être qu'il faut quand même que je libère les avances, que je mette du potard. Ça, c'est quand même un peu de base. Et puis, essayons de bouger un axe. Effectivement, ça bouge. Alors, ça bouge, mais enfin, on en est au même point que tout à l'heure. C'est le 3D, là. C'est-à-dire, je n'ai pas plus mon magasin d'outils, tout ça. C'est encore un truc pour l'usineur, ça. Donc, à la limite, ce n'est pas ça que je voulais. Là, maintenant, je voudrais aller un peu plus loin. Donc, je retire le 3D parce que finalement, ce n'est pas ça dont j'ai besoin en tant qu'automaticien. Si je regarde bien la photo de famille, si j'en reste à Cimit, il va me permettre d'avoir ce sparring partner qui m'évite de tripoter les boutons comme un accordéoniste. Par contre, si je veux avoir plus qu'avec le 3D que j'avais là, je peux mettre en œuvre le logiciel NX MCD. Donc là, c'est encore une brique de plus qui a un certain coût, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin et d'offrir à l'automaticien quelque chose que tout le reste ne peut pas lui offrir, c'est-à-dire une représentation de la mécanique, mais avec… Alors là aussi, je l'ai mis en route avant pour gagner du temps parce que ces logiciels prennent un certain temps à se lancer. Donc là, on voit une représentation de la machine. Alors bon, c'est bien, mais il ne se passe pas grand-chose. Toutes les portes sont fermées. Donc on va déshabiller la caractérisation, ce qui nous permet d'avoir une visibilité un petit peu sur… on voit que là, il y a les organes d'automatisme qui sont en place. Et d'ailleurs, on va s'en assurer. Donc pour ça, peut-être qu'il faut laisser un peu de place pour… pardon. Je ne vais pas le replier complètement, je vais le mettre en moitié d'écran. Et le CMVM, je vais en faire de même. Ce qui fait que chacun chez soi, alors à condition de ne pas se marcher dessus, donc si je lui donne cette moitié-là de l'écran, je vois quand même mon tableau de commande en entier, je vois ma fenêtre opérette et je vois ma machine. Pas trop mal. Voilà. Donc là, je vais mettre en jog, mais je vais mettre en mode jog intelligent et je vais demander d'aller chercher un outil. Donc, je prends cette fraise-là, par exemple. OK, départ cycle. Et là, ça ne va pas être simplement l'outil qui va apparaître bêtement. Comment dire? Ouais, j'ai juste oublié un petit détail. C'est pas grave. J'ai oublié un petit détail, c'est que dans ma fenêtre Cimit, il fallait que je dise que je souhaite pouvoir faire de l'auto. Parce que ça, c'est comme un mode réglage ou un mode sur une vraie machine. Donc, si je n'ai pas fait ça, je n'ai pas le droit de faire d'auto ou de ce qui s'y rapporte. Le jog intelligent, c'est une sorte de MDA en jog. Donc, il y a des départs cycles. Hein. Donc, si j'ai demandé cet outil, je fais départ cycle, eh bien là, cette fois-ci, ça va agir. Et donc, là, je ne me contente pas de changer l'outil en broche instantanément comme avec le 3D, qui est suffisant pour un usineur. Lui, il s'en fout. Il achète une machine qui marche. Ça ne l'intéresse pas de savoir comment ça se passe le changement d'outil. Ce qu'il veut, c'est enchaîner ces différents outils pour tester son usinage. Là, moi, je veux au contraire pouvoir tester mon système de changement d'outil. Donc, je change d'outil. Je vais en prendre un autre. OK, départ cycle. Et là, on va aller chercher un autre outil. Donc ça va permettre à l'automaticien de tester tous les équipements qui sont raccordés à l'automate programmable. Donc là, normalement, on l'a terminé. Je pense que sur le PowerPoint, il y avait juste un petit détail. Ouais. On a terminé pour la démonstration. Au PowerPoint, il y a un dernier élément qui n'est pas du tout aussi utilisé
qui sera certainement moins utilisé que les autres, c'est qu'on peut, grâce au module Open, on peut agir depuis l'extérieur, donc un logiciel extérieur, sur le CMVM. Ça permettrait, par exemple, de connecter de véritables systèmes IHM, un vrai tableau de commande, un vrai pupitre, parce que quand il s'agit d'utiliser le jumeau numérique pour de la formation opérateur, le fait de cliquer avec une souris sur un écran pour tourner le potard, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, si on veut pouvoir offrir, dans le cadre d'une formation, une machine virtuelle, mais qu'on utilise comme une vraie, il faut pouvoir faire contribuer le réel au virtuel, et le module Open est là pour ça. Donc, on a des illustrations des différentes, mais on l'a vu en vrai, donc je vais passer rapidement sur ces diapos. Donc, on a dit qu'à partir du Create, on pourrait obtenir le Run. Et le Run, pareil, la brique de base toute seule, bah, c'est un peu comme Sinutrain. Pour ceux qui connaissent Sinutrain, ça revient à Sinutrain, mais je pense que ça va intéresser beaucoup moins de monde d'avoir juste ça. Je pense que ce qui serait vraiment le minimum vraiment très, très utile pour un usineur, c'est d'avoir le Run My Virtual Machine avec son module 3D, d'où la nécessité pour le constructeur d'avoir joué à ça dès le départ. Et là, on a un moyen quelque part suffisant pour tester ces programmes pièces. Alors, on ne dit pas comment on les a créés, ces programmes pièces. On les a créés à la main, avec un logiciel de FAO quelconque. Mais si on utilise comme logiciel FAO NXCAM, qui est le produit Siemens pour ça, on peut bénéficier d'un module de connexion de NXCAM à RMVM. C'est-à-dire qu'on aura généré ces programmes avec NXCAM et on pourra les tester grâce au rack virtuel qui animera le jumeau numérique d'usinage dans NXCAM. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin du 3D. Quelque part, si on a NXCAM connecté à CMVM, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cher, bien sûr, mais il fait plus de choses, il crée les programmes et on n'aura pas besoin du 3D. À nouveau, on retrouve le système Open pour pouvoir connecter quelque chose d'extérieur. Illustration de ce que ça peut donner, mais enfin bon, on l'a vu, hein, le 3D, on l'a vu dans le contexte Create, mais c'est le même que dans Run. Et puis, si on est connecté à un système extérieur ou à NX. Donc, en résumé, les jumeaux numériques, c'est le moyen d'avoir un système de test track plus complet qu'un système réel et de pouvoir s'affranchir des problèmes de version de logiciel, d'évolution hardware du composant réel. Et puis, ça permet d'anticiper pour le constructeur la mise en service. L'automaticien ne va pas faire 100% de sa mise en service, mais il va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le test de ses développements pendant que la machine est en train d'être construite. Et puis, pour le nouveau business model que ça peut représenter pour le constructeur, c'est qu'il peut envisager de vendre le jumeau numérique Run à son client, voire même de livrer par anticipation à la machine pour que le client final puisse commencer à préparer la mise en production de la machine alors même qu'elle n'est pas encore livrée. Eh bien, je crois que cette fois-ci, c'est fini. Donc, peut-être a-t-il des questions pour moi? Je vais me rapprocher de la zone. Pour quelqu'un qui ne fait pas toute la machine, par exemple des développements de cycle ou EasyScreen, peut-il se contenter de Run My Virtual Machine? Voilà, EasyScreen, c'est un bon exemple. Run My Screen, puisque c'est une partie de la chimie qui est inclue dans Numeric Operate. Donc là, on n'a même pas besoin de la partie 3D. Si on a la brique de base, Create My Virtual Machine, voire même dans le Run My Virtual Machine, puisqu'on va simplement rajouter des fichiers dans le système de fichiers de la CN, même le Run My Virtual Machine. En gros, c'est la même chose avec Sinutrain aujourd'hui. Le Run My Screen, le Easy Screen, on peut très bien faire des développements au niveau d'un Sinutrain. Simplement, la petit bémol, c'est que dans Sinutrain, il n'y a pas d'automate virtuel. Donc, si on met en œuvre dans une page perso des données automates, ben, c'est un peu bancal. Alors que là, vu qu'on a, même dans le Run My Virtual Machine, on a en arrière-plan un automate virtuel, on peut même valider des pages dans lesquelles figurent des variables automates. D'accord. Toujours dans cette idée de développement de pages IHM, cette fois-ci en Qt, est-ce que le virtuel ou le run permet de tester les add-ons IHM développés sous Qt? Bah en fait, c'est pareil que Sinutrain, là, parce que pour faire du développement Qt, on peut le faire dans Sinutrain. C'est même comme ça qu'on fait nos formations Qt en général. Et bien là, de la même manière, vu que ça touche directement Numeric Operate, on pourra en faire de même. Par contre, je réponds à une question qui n'a pas été posée ou qui va peut-être l'être après. Il n'en est pas de même pour WinCC. C'est-à-dire les développements WinCC, il n'est pas prévu de pouvoir les mettre en œuvre dans le Operate qui figure
au sein de Run My Virtual Machine ou Create My Virtual Machine. On peut éventuellement le faire au niveau du TIA Portal. Sur le WinCC dans TIA Portal, on va pouvoir émuler les écrans qu'on va développer, mais on ne va pas pouvoir les voir dans le même écran que le Chimeric Operate de CMVM ou de RMVM. Ça viendra, François l'a évoqué tout à l'heure, il y a vocation dans quelques temps à ce que WinCC soit remplacé par WinCC Unified pour les Chimeric One, et dans ce cadre-là, ça sera intégré à un moment donné dans CMVM ou RMVM. Mais le WinCC, ça ne sera jamais fait, quoi. D'accord, merci. Ensuite, je reviens sur RMVM 3D. Faut-il faire quelque chose de spécial, par exemple déclarer des paires de collisions, pour que RMVM 3D devienne l'équivalent de NC Simul ou Vericut? Alors effectivement, je n'ai pas tout détaillé. Dans la mise en œuvre de 3D, que ce soit dans CMVM ou dans RMVM, de toute façon, il faut commencer à CMVM. J'ai parlé du logiciel Machine Builder, mais je n'ai pas donné de détails. Donc, le logiciel Machine Builder, c'est un logiciel qui est en dehors de CMVM, c'est un outil qu'on fait tourner sur PC. Avec ça, on va fabriquer le squelette de la machine. C'est-à-dire, on va déclarer avec une interface graphique la cinématique avec deux chaînes. Une chaîne qui part du sol pour aller à la table, là où on met la pièce de l'outil, et éventuellement une autre chaîne qui part du sol aussi pour aller jusqu'à l'outil. Alors, quand il y a une machine où tous les mouvements sont sur l'outil, en fait, il y a une chaîne cinématique qui est assez complète, elle intègre tous les axes, et puis l'autre, c'est juste directement la table fixe qui désigne le point d'accrochage, non pas des pièces, mais des montages de prise de pièces quelque part. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait par le constructeur. Ensuite, il met de la chair sur les os. C'est-à-dire qu'il faut qu'il récupère auprès du mécanicien des fichiers STL qui représentent chaque organe de la machine, mettons l'axe X, l'axe Y, l'axe Z, le coulant, la broche, l'axe 4, l'axe 5, rotatif, etc. Et il met ça aussi dans l'outil donc Machine Builder, et il loge ça dans un dossier particulier de CMVM. Et avec ça, ça doit être fait qu'une fois, la machine, bon, elle est comme elle est. Il y a dans le 3D simplement la machine vide. Et après, le reste du travail, pardon, je n'ai pas répondu à la question. Du coup, dans le Machine Builder, il y a une troisième étape aussi, c'est les paires de collision. On active des paires de collision. Évidemment, si je suis la machine, ça, c'est l'outil. L'outil, ma main peut taper dans ma poitrine, ma main dans mon coude, je vais avoir de la peine. Donc, on doit simplement déclarer les paires de collision entre les organes machines qui sont susceptibles d'entrer en collision les uns avec les autres. Et de manière générique, on dit l'outil a une paire de collision avec toutes les parties de la machine où il peut interagir, ou avec la pièce, ou avec le montage de prise de pièces. Mais pour l'instant, à l'étape constructeur, on ne les a pas encore fait figurer graphiquement dans la scène. Je l'ai montré rapidement, c'est l'utilisateur qui va devoir, en fonction de chaque production, ajouter ces éléments 3D relatifs au montage de prise de pièces, au brut, aux outils. Et à partir de là, préalablement, le constructeur aura déclaré qu'il y a des paires de collision à surveiller entre les montages de prise de pièces, quelle que soit la forme physique qu'ils prennent avec ces STL qui auront été ajoutés par l'utilisateur. Donc voilà, c'est un peu rapide, mais c'est ça le principe, quoi. Encore un petit mot pour ces gens qui veulent faire des tests de programme. En termes de temps de cycle d'exécution d'un programme, jusqu'à quel point se rapproche-t-on de la réalité dans un système virtuel? Alors, je ne l'ai pas montré, mais dans l'interface de CMVM ou de RMVM, il y a un petit curseur où on peut mettre 100% idéalement, et puis en dessous ou au-dessus. Alors, quand on a déclaré dans la config hardware, c'est la première étape, je disais, on a une CN générique, on a dit, toi, tu es une 1740. À partir du moment où on mettra sur 100% le curseur, ça va se comporter comme le ferait une 1740 ou une 1750 si on a dit que c'était une 1750. Alors ça, c'est vrai pour tout ce qui va être déplacement des axes, c'est vrai pour tout ce qui va être les traitements faits par la CN elle-même. Maintenant, si on a des séquences qui sont prises en charge par l'automate et surtout par de la mécanique derrière, ça va dépendre est-ce qu'on a mis Simit ou pas, parce que si on n'a pas mis Simit et que c'est nous qui bougeons, qui faisons l'accordéoniste, ça dépend de ma faculté à bouger les boutons dans le rythme réel qui se passera sur la machine. Donc là, ça va être un peu dégradé pour toutes les phases hors parcours, quoi. Mais déjà, tout ce qui va être dans l'usinage proprement dit, dans les parcours d'axe, dès lors qu'on aura mis le bouton sur 100%, on aura quelque chose de réaliste. Encore faut-il pouvoir mettre le bouton sur 100%. Et là, la réponse, c'est la puissance de mon PC.
parce qu'effectivement, c'est des PC, il faut au minimum des 32 gigas de RAM, des processeurs haut de gamme, idéalement, enfin des PC de CAO tout simplement, hein. Carte graphique, si on commence à bouger du 3D ou du MCD, voilà, il faut un PC qui soit à la hauteur, sinon on n'arrivera pas à mettre 100%. Mais dès lors qu'on a un PC suffisamment puissant, on se met à 100%, on aura quelque chose de réaliste, au moins pour les phases de déplacement. Alors, le système de licence de Create My Virtual Machine ou de Run My Virtual Machine, c'est le même d'ailleurs que Siemens NX MCD et que beaucoup de logiciels dans ce monde-là, des concurrents qui proposent des logiciels de FAO ou de CAO, c'est le système FlexLM. Donc, c'est un système de licence logicielle qui peut être disponible en version flottante. Ça veut dire qu'on peut avoir un pôle de licence sur un serveur et on peut les faire utiliser par différents utilisateurs tant qu'il n'y en a pas plus qui l'utilisent en même temps que le nombre de licences disponibles. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, que j'aurais pu dire, je profite de cette question pour amener une autre dimension. Quand on a un rack test physique, généralement, il y en a un dans l'entreprise, même s'il y a plusieurs automaticiens, et chacun vient s'y connecter tour à tour avec son propre PC dans lequel il a, par exemple, le logiciel TIA Portal. Bien là, j'ai montré le TIA Portal comme étant dans le même PC que le rack test virtuel, mais tous les autres logiciels que j'ai montrés doivent être dans le même PC. Cimit, MCD, tout ça. Par contre, le TIA Portal pourrait être dans un logiciel, dans un PC extérieur. Donc, on peut très bien avoir un poste si on veut acheter qu'une seule licence, parce que j'ai dit le niveau d'investissement est le même qu'un rack test virtuel. Donc, un constructeur qui n'aura acheté qu'un rack test virtuel, il va probablement acheter un seul rack test virtuel, et il va pouvoir le mettre dans un PC disponible pour tous les automaticiens et chacun pourra venir s'y connecter avec son propre PC dans lequel il aura son TIA Portal. C'est une chose qui est possible. Et par contre, les différents projets vont rester dans le PC commun, mais comme les différentes archives des différents tests qu'auraient fait les différents intervenants l'auraient été dans un rack test physique. Alors, tu parlais un petit peu, tu comparais le coût de la solution à un rack test réel. Tu peux donner des chiffres plus parlants? Alors, je ne sais pas si c'est le lieu pour donner des prix, mais l'ordre de grandeur, le rack test, la brique de base, le prix de base, c'est 16 000 €. Donc après, il faut regarder quand on a toute la mécanique qu'on met autour, des alims, des cartes d'entrée-sortie, des choses comme ça, un pupitre, un TCM qu'on met généralement pour avoir quelque chose un peu confortable. Je ne dis pas que c'est au centime près la même chose, mais n'oublions pas, quand on changera de hardware, il n'y aura pas besoin d'en racheter un, contrairement au rack test physique. Et puis, vous avez l'équivalent d'une 1740, 1760, 1750, 1760. Dans la vraie vie, il faudra en acheter 3 pour ça. Voilà, c'était bien de préciser toute la souplesse du rack test virtuel. Maintenant, supposons qu'un constructeur, là, tu as présenté les solutions, donc CMVM, ensuite la solution Cimit et la solution NXMCD. Supposons qu'un constructeur, au départ, il a besoin de se former, etc. Il se dit, moi, je n'ai pas envie de passer à la solution globale tout de suite. Est-ce que je peux commencer par un premier jumeau? Alors, je pense l'avoir dit, mais ça va me permettre de compléter ce que j'ai dit. Effectivement, on peut n'acheter que la brique de base, là, à 16 000, c'est-à-dire d'avoir l'équivalent d'une NCU virtualisée, mais une NCU flexible, 1740, 1750, 1760. Avec ça, on en fera déjà plus qu'avec un rack test physique, parce que comme je l'ai dit, on aura toutes les entrées-sorties d'émulés, on aura les drives avec les télégrammes de sécurité et tout ça, on pourra mettre en œuvre les fonctions safety. Et puis après, si on en a marre de faire l'accordéoniste avec les boutons, on pourra peut-être aller un peu plus loin en se dotant de Cimit. Là, effectivement, on renchérit un peu, mais on a quelque chose qui permet d'aller plus loin. Et puis ensuite, si on veut encore aller plus loin, on pourra effectivement ajouter le MCD, qui est un peu le nec plus ultra pour la mise en route de l'automatisme, mais effectivement, alors il y a deux problèmes. Il y a le problème, c'est assez cher, puis il y a le problème, c'est qu'on change un peu de métier. C'est-à-dire qu'au départ, ça s'adresse à un test rack physique, ça s'adresse à un automaticien numérique. Donc, rack test physique ou virtuel, ça va se mettre en route de la même manière. C'est les mêmes paramètres machines. Vous les avez vus, 10 000, 20 000, 30 000, c'est les mêmes. C'est le même TIA Portal pour le mettre en route. Donc, de ce point de vue-là, c'est son métier. Si on ajoute Cimit, c'est très accessible à un automaticien. On a vu quelques extraits. C'est de la logique graphique avec des composants, des éléments logiques. Un automaticien, et c'est pas juste moi qui le dis, c'est le retour d'expérience qu'on a de ceux qui l'ont fait, les automaticiens s'y mettent très facilement. Par contre, le MCD, effectivement, au départ, on est sur un logiciel CAO, quelque part. C'est NX, c'est NX CAO auquel on ajoute la possibilité de donner des comportements physiques. MCD, ça veut dire mécatronique concept designer. Donc là, OK, on a toute une dimension qui n'est pas forcément
naturel pour un automaticien. Donc là, ça va peut-être même supposer dans l'organisation un travail collaboratif automaticien-mécanicien. Donc ça peut être un élément en dehors du prix. Ça suppose de repenser la façon de travailler qui peut aussi ne pas être… On va peut-être pas se lancer avec la totale dès le départ parce qu'il faudra avoir le temps de se familiariser avec tout ça et de mettre en place l'organisation qui va avec, quoi. Ok, d'accord. Bon, voilà, on a fait le tour des questions. On va pouvoir passer à la suite à Cinematic Edge.